Clément Beaune, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État aux affaires européennes. On va beaucoup parler vaccination, mais on va parler aussi de l'Ukraine, parce que la situation semble se tendre aux frontières de l'Europe. L'Ukraine, c'est tout près de chez nous. Mais parlons de la vaccination. Le rythme de la vaccination en Europe est d'une lenteur inacceptable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Inacceptable ? Il faut aller plus vite, c'est évident. Je vous avoue qu'on n'a pas attendu l'Organisation mondiale de la santé pour chercher à accélérer. Parfois, on aimerait que l'OMS se concentre un peu plus sur la Chine que ce serait reproche à l'Europe. Mais pas de polémique, il faut qu'on accélère. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça a commencé déjà d'ailleurs cette semaine. Nous avons 3 millions de doses qui sont arrivées en France. Nous aurons au deuxième trimestre en Europe plus de 3 fois ce que nous avons reçu au premier trimestre. Donc c'est un triplement du rythme. Il est temps. Il est temps, bien sûr. Il est temps, bien sûr. C'est ce que veut dire l'OMS. Oui, mais écoutez, le constat qu'il faut accélérer, il est partagé. Je n'ai pas de problème à le dire. Oui. Bon, la question, c'est comment on fait. Oui. Je pense qu'on doit le faire par l'Europe. Et il y a un seul mot d'ordre. Je vois les polémiques sur la commande, sur le prix, etc. On va y revenir. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de produire. Et c'est l'accélération de la production qui va nous permettre d'avoir plus de 300 millions de doses pour toute l'Europe au deuxième trimestre et de monter en puissance. C'est-à-dire 300 millions deuxième trimestre avant le mois de juin, quoi. Exactement. D'ici le mois de juin, on aura plus de 350 millions de doses pour toute l'Union européenne. 350, pas 300, c'est 350. 350 pour être 350. Bien, la situation épidémique en Europe est particulièrement inquiétante, dit l'OMS. C'est la raison pour laquelle elle demande une accélération, une forte accélération. Alors, je rappelle que l'OMS considère que la Russie et plusieurs États d'Asie centrale font partie de la zone Europe pour elle. Hein, on est bien d'accord. Je rappelle d'ailleurs, puisqu'on nous compare souvent, que la Russie vaccine 2 fois moins vite que l'Union européenne. Parce que la Russie manque de doses de son fameux... Elle n'a pas beaucoup de vaccins, elle a un vaccin. De son fameux Spoutnik. Mais elle n'a pas dont nous allons reparler. De doses de Spoutnik très important. Donc pour tous ceux qui nous disent qu'il y a du Spoutnik sur étagère, ça n'est pas exact. Bien, rendre AstraZeneca unique responsable de ce retard, est-ce que ce n'est pas un peu facile? Certains l'ont fait. Moi, je ne le fais pas. Je ne dis pas que c'est l'unique responsable. Et je le dis aussi très clairement, on a besoin du vaccin AstraZeneca. Oui. D'ailleurs, lui-même, il a des retards, mais il va aussi accélérer ses livraisons à l'Europe au deuxième trimestre. Ce qu'on dit, ça vaut pour AstraZeneca et puis ça vaut pour le Royaume-Uni. C'est qu'on ne peut pas accepter qu'un laboratoire a des retards industriels, ça se comprend. Mais impute sur l'Europe et seulement sur l'Europe ses difficultés de production. AstraZeneca, ils ont différents sites de production, y compris au Royaume-Uni. Dans le contrat qu'on a signé avec eux, qu'on a signé en même temps que le Royaume-Uni, même un jour avant, qui doit être respecté. La veille, exactement. Et on doit mobiliser toutes les usines de production, européennes ou britanniques, pour nous livrer comme pour livrer le Royaume-Uni. Et donc, on peut comprendre qu'il y a parfois des problèmes industriels, on les règle. On ne peut pas comprendre qu'on manque de transparence. On a encore découvert un stock de près de 30 millions de doses en Italie la semaine dernière qui n'était pas retracé. Et on ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas de retard dans certains pays comme le Royaume-Uni sur les livraisons d'Astra et qu'il y en ait chez nous. Ça, moi, je ne veux pas qu'on soit dans une naïveté et qu'on accepte tout. Est-ce que le Royaume-Uni va recevoir les doses d'AstraZeneca produites en Europe? Alors, on a été très clair. Thierry Breton l'a redit hier. Si nous ne sommes pas livrés par AstraZeneca et par le Royaume-Uni, il n'y aura pas de doses AstraZeneca qui quitteront le territoire européen à l'export. C'est clair. C'est clair. Vous n'avez pas de réponse pour l'instant? On attend, on n'a pas encore reçu de doses. Vous n'avez pas reçu, toujours pas. Des sites britanniques d'AstraZeneca. Nous ne l'avons pas encore reçu. C'est-à-dire que dans le contrat, pour expliquer, dans le contrat, certaines doses produites en Grande-Bretagne par AstraZeneca doivent être livrées dans l'Union européenne. C'est très clair. Et inversement. Exactement. Pour vous dire d'un mot, le contrat ça va dans un sens, mais pas dans l'autre, si je comprends bien. Heureusement, non. Attendez. On ne livre pas aujourd'hui. On l'a fait très très peu, quelques centaines de milliers de doses. On ne livre pas aujourd'hui d'AstraZeneca produit en Europe vers le Royaume-Uni. Et on ne le fera pas tant que le laboratoire n'honorera pas son contrat. C'est très clair. L'Europe ne cédera pas. L'Europe ne cédera pas. On a posé un principe qui est très simple, de réciprocité. On livre si on est livré. Il n'y a pas de problème à exporter si ça marche aussi dans l'autre sens. Pourquoi l'Europe a-t-elle pris tant de retard? J'ai écouté Emmanuel Macron qui dit l'Europe est un diesel, un peu comme la France d'ailleurs. Non? Clément Beaune, ça dépend ce qu'on met derrière, mais si on dit qu'il y a eu des retards au démarrage, moi je l'admets. Mais j'insiste beaucoup parce que le but c'est pas de faire des polémiques, c'est de régler les problèmes. Je pense qu'il faut regarder ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui a pas marché?
Alors, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché? On a sans doute, le président l'a dit d'ailleurs, on a été trop tard dans l'innovation et dans la prise de risque. Et d'ailleurs, c'est pas seulement quelques mois écoulés. C'est un décrochage industriel de l'industrie pharmaceutique européenne. Je rappelle qu'entre 2005 et 2015... Et pourquoi? Parce que, j'y viens, entre 2005 et 2015, la part de marché des Européens dans l'industrie pharmaceutique mondiale a été divisée par 2. Parce qu'on n'a pas assez investi dans l'innovation, on n'a pas assez investi dans les grandes entreprises. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez investi? Souvent, ça a été un problème français en particulier. Parce qu'on a réduit les dépenses de recherche publique? Non, parce que ça c'est des dépenses de recherche. Non, c'est parce que ça ce sont des dépenses de recherche privée, mais parfois c'est vrai, sur le prix du médicament, on a imposé des économies très drastiques qui étaient utiles pour la sécurité sociale à court terme. Imposée par la Commission européenne, souvent. Non, alors je ne parle pas d'austérité dans la dépense hospitalière, dans les dépenses publiques. Et en France, ça n'est pas arrivé. Et c'est nous qui avons, depuis 2017, augmenté les dépenses hospitalières, enfin. Et on l'a continué avec le Ségur. Le sujet, là, c'est sur les laboratoires pharmaceutiques. On a trop régulé le prix du médicament qui n'a pas permis de faire assez d'innovation. Et puis, dans les derniers mois, c'est vrai que les États-Unis, on l'a dit ces chiffres, ils sont impressionnants, ils ont donné 15 milliards de dollars au printemps 2020 pour innover. L'Europe, un peu moins vite. Ce n'est pas un sujet de prix, ce n'est pas un sujet de lourdeur administrative, ce n'est pas le fait d'être passé par l'Europe. Si on était passé par chaque pays, ce serait beaucoup plus long. Donc moi, je veux bien qu'on attaque l'Europe, réglons les problèmes, mais pas sur les mauvais sujets. Alors pourquoi est-ce qu'on a réduit, parce que vous ne me répondez pas, pourquoi a-t-on réduit ces efforts à la fois de recherche et d'investissement dans l'industrie pharmaceutique? Pourquoi? Il y a des choix des entreprises. Oui. C'est une responsabilité des entreprises. Et puis du côté de l'État... Pour plus de profit? Non, je ne pense pas pour plus de profit. Peut-être on a moins cru à des innovations. Qui a développé, c'est le paradoxe d'ailleurs, qui a développé les innovations dont on bénéficie aujourd'hui? Le fameux ARN messager des premiers vaccins. Ce sont des chercheurs européens. La start-up, c'est une start-up allemande. D'autant plus dommage. Ils ont fait des partenariats industriels avec des entreprises américaines au début. Je regrette. Après, il ne faut pas regarder seulement le verre à moitié vide. C'est l'Europe aujourd'hui, non mais c'est important, qui produit le plus de vaccins avec les États-Unis. Et qui produira le plus de vaccins. Nous serons devant les États-Unis à partir de l'été. Nous sommes la première zone de production du vaccin au monde. Nous aurons d'autres vaccins, y compris français, avec Sanofi dans quelques mois. Et donc il faut voir aussi ce qu'on est en train de faire, le rattrapage qu'on est en train de faire. Moi, vous me dites qu'il y a comme problème, parce qu'il faut regarder la situation avec lucidité, je pense qu'au tout début, on n'a pas misé assez sur le risque et sur l'innovation. Maintenant, on rattrape très vite. Bon, on rattrape, mais Clément Beaune, c'est une course de vitesse. Bien sûr. Face aux variants. Mais bien Donc sûr. on rattrape, c'est très très bien. Mais enfin, si on était parti plus vite, peut-être qu'on aurait plus d'avance, moins de contamination et on maîtriserait mieux l'épidémie. Alors, Clément deux choses là-dessus. D'abord, moi, je vous l'ai dit, on aurait pu faire sans doute mieux et plus vite sur l'innovation et sur la prise de risque. Bon. Il faut regarder aussi, puisque vous me parlez de victimes, de personnes qui souffrent de l'épidémie, c'est ça qui compte. Regardons toute l'image. Notre prudence et notre précaution d'Européens, dont j'admets parfois que ça nous bride, elle a été aussi utile pour gérer avec prudence la situation sanitaire. Je rappelle que, à population égale, le Royaume-Uni, qui va effectivement vite dans la vaccination, il a 35 000 morts de plus que la France. Parce que l'épidémie a peut-être été gérée avec moins de précaution, moins de sagesse, moins de prudence, moins de concertation. Et donc je veux qu'on regarde tout. Quand on regarde aussi la situation des Français, c'est le quotidien. Les écoles, elles ont été les plus ouvertes en Europe. Les tests, qui sont un outil de lutte contre l'épidémie, ils sont gratuits. On est un des rares pays européens. Même l'Allemagne ne l'a pas fait, elle a mis la gratuité en place il y a seulement quelques semaines. Le vaccin, il est gratuit partout. Ça n'est pas le cas des pays du monde, même ceux qu'on nous cite en exemple. Donc, je veux dire que quand on regarde la gestion de la pandémie, il y a bien sûr des problèmes, il faut les régler, il faut accélérer. Il faut aussi qu'on regarde ce qu'on fait d'utile et de prudent et de protecteur dans cette épidémie. Mais Clément Beaune, il y a un autre problème en Europe, c'est le manque de solidarité. J'écoute régulièrement, je le lis régulièrement, les interventions du chancelier autrichien, M. Kurz, qui négocie avec la Russie pour le vaccin Sputnik. Il a d'ailleurs acheté 1 million de doses, tout seul. Pas encore. Il veut 300 000 doses en avril, 500 000 doses en mai, etc., etc. Bon, la solidarité européenne, là, vole un peu en éclats, franchement. D'ailleurs, Kurz n'est pas seul, parce que il veut recevoir plus de vaccins que prévu. Il n'est pas seul, il y a d'autres pays, la Slovénie, qui le suit. Pardon ? Sur la solidarité européenne. La République tchèque qui le suit. Oui, absolument. La Bulgarie. Alors il y a deux choses. Il y a des pays qui ont besoin et qui réclament à juste titre de la solidarité européenne. Pourquoi ? Parce que leur situation sanitaire est particulièrement difficile. C'est le cas de la République tchèque, c'est le cas de la Slovaquie. Je tiens à le dire parce qu'on fait beaucoup de bulles ou de bruit autour de quelques vaccins russes qui arrivent dans certains pays quand ils arrivent. C'est l'Europe qui a fourni la solidarité en premier
et plus massivement à la Slovaquie et à la République tchèque. On a livré 100 000 doses supplémentaires collectivement, nous les Européens, aux Autrichiens, aux Slovaques, aux Tchèques. Alors pourquoi M. Kurz rouspète? La solidarité européenne dans un domaine où, je rappelle, Oui. il n'y avait aucune compétence. L'Europe de la santé, ça n'existait pas. On a construit de toutes pièces ce cadre de vaccins, je dis, qui nous protège. Et qu'aucun des problèmes qu'on a ne serait mieux résolu si on ne l'avait pas, au contraire. Et ces pays-là, moi je les appelle aussi à la lucidité et à la responsabilité, ils bénéficient à plein de la solidarité européenne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de communication, mais il y a très peu de pays qui sont sortis, d'ailleurs aucun n'est sorti du cadre européen. Un pays aujourd'hui, la Hongrie, c'est pas une surprise complète de M. Orban, est allé chercher du vaccin russe et du vaccin chinois, qui n'est pas validé par les autorités scientifiques. Donc je ne recommanderais pas qu'on le fasse pour la France. Depuis le 4 mars, on attend la validation. Non, alors, attendez, et l'Autriche, elle n'a pas commandé pour l'instant de vaccin à l'extérieur. M. Kurz, il est en Israël nous dire qu'il a trouvé des vaccins, il est revenu sans aucune dose. Donc il n'y a pas de solution miracle. Le vaccin russe, c'est très important. J'insiste parce qu'on ne se prive, ce serait irresponsable, d'aucune solution utile, d'aucun vaccin utile. Mais il y a 2 critères très simples. Pour tous les vaccins, quel que soit leur passeport, c'est la validation scientifique par les autorités européennes. On est d'accord. Et donc le vaccin russe, il a tardé lui-même à déposer son dossier à l'Agence européenne des médicaments. Il l'a fait enfin début mars, et comme pour tous les vaccins, il y a une revue scientifique pour examiner l'efficacité toutes les preuves. Il faut combien de temps pour valider? Il faut à peu près 2 mois. 2 mois? Oui, mais c'est ce qui a été fait. Une lenteur, Monsieur non Bourdin, c'est ce qui a été fait pour tous les vaccins, ceux qui sont autorisés aujourd'hui, c'est la sécurité sanitaire. Donc, on va attendre la décision concernant le vaccin Sputnik. Mais il y a un deuxième critère, c'est que ce vaccin, il faut qu'il soit produit une fois qu'il est autorisé. Il est difficile à produire. Il est très peu produit, il faut quand même le dire. Il n'y a pas... C'est un mensonge, j'entends M. Mélenchon et d'autres le dire. Il n'y a pas des centaines de milliers ou de millions de doses de vaccins russes qui dorment quelque part. Ça n'est pas vrai. Vous savez pourquoi il est difficile à produire? Vous savez pourquoi? Pour ces raisons de conservation, notamment. Non, aussi. Il y a une autre raison. C'est que la deuxième dose ne correspond pas à la première dans le vaccin Sputnik. Et on ne peut pas utiliser les mêmes cuves pour le produire. Oui, et par ailleurs, on n'a pas toutes les informations scientifiques ni sur la production. Donc, ce que je dis simplement, on n'exclut aucun vaccin, et ils sont soumis tous aux mêmes règles. Il faut qu'ils soient scientifiquement validés et produits. Et donc, si c'est utile et si c'est disponible, on l'utilise. Et la France s'achètera, l'Europe l'achètera. S'il est autorisé, s'il peut être produit, pourquoi pas? Mais au mieux, il arrivera fin juin, je l'ai dit. Au mieux, il arrivera fin juin. Fin juin, on aura, on l'a dit tout à l'heure, 350 millions de doses en Europe. Donc, nous n'aurons plus la situation de difficulté, de rareté qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on n'exclut rien, mais ne faisons pas croire aux Français, c'est un mensonge et une illusion, qu'il y a des vaccins miracles qui dorment quelque part dans le monde. Toutes les doses qu'on peut commander, on les a commandées maintenant. Produire. Produire du Johnson & Johnson, ce que va faire Sanofi d'ailleurs, j'ai vu. Johnson & Johnson qui sera injecté quand aux Français? Il a été autorisé, celui-là, avec le même processus, et il sera disponible, le laboratoire l'a dit lui-même, à partir du 19 avril. En France et en Europe. 19 avril en France. Dès le mois d'avril, il y aura 500 000 doses pour la France. 500 000 doses pour la France. Bien. En Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni, des autotests de dépistage sont en vente. Pas en France, pour l'instant, ce qui est un peu dommage, et notamment pas dans les grandes surfaces. Alors, vous le regrettez? Je regrette que ça ne soit pas plus rapide, mais ça va arriver. D'abord, le ministre de la Santé l'a dit, il faut qu'il soit validé, ces autotests. Il y en a qui sont efficaces, d'autres non. Donc ça, c'est fait. On sait aujourd'hui qu'il y en a plusieurs qui peuvent être efficaces. Ils seront déployés sous quelques jours, le ministre de la Santé l'a dit. Je relativise. C'est vrai qu'en Allemagne, ils sont un peu en avance là-dessus. Mais beaucoup moins sur les tests antigéniques qui ont pris beaucoup de retard. Et au total, leur capacité de test est très inférieure à la nôtre. Et ça ne fait que se déployer très très lentement en Allemagne. Mais on va le faire. La question de savoir si c'est aujourd'hui vendu uniquement en pharmacie ou peut-être en grande surface, aujourd'hui, c'est la loi qui nous impose la vente exclusive en pharmacie. Vous le regrettez? C'est comme ça. C'est vrai qu'on est très protecteur, mais on peut pas comme ça. Non, mais c'est la réalité aujourd'hui. Je ne veux pas regretter. La question, c'est est-ce qu'on change la loi? Le ministre de la Santé s'y est montré ouvert, donc on en discute avec les professionnels. Donc on pourrait changer la loi. On va voir, mais il faut que ça soit rapide. Le sujet, il faut que ça soit rapide. Donc le sujet, c'est d'avoir surtout des tests en grande quantité. Et le passe vert, bientôt obligatoire en Europe pour circuler? Alors, je veux préciser ce que c'est que ce passe vert, parce qu'il y a beaucoup de confusion. C'est pas, comme on l'a dit, une espèce de sésame pour aller au restaurant, au théâtre ou je ne sais quoi. Le sujet européen, c'est de retrouver le moment venu, vers l'été, de la circulation. Circuler en Europe, librement. Absolument, librement. C'est un acquis européen important. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Pour des raisons sanitaires, je le regrette, mais c'est une nécessité sanitaire.
On nous a d'ailleurs dit parfois qu'on était trop laxiste. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est très difficile et c'est normal de circuler en Europe. L'idée de ce pass, qui, j'insiste, serait sanitaire et pas seulement vaccinal. Parce qu'il y a des gens, les jeunes notamment, qui ne seront pas vaccinés ou les gens qui ne voudront pas être vaccinés. Donc un vaccin sur le pass sanitaire. Vous avez une petite application, un petit papier comme ça, qui dirait test PCR ou vaccin ou immunité, parce que vous avez eu la Covid, et ça permettrait de retrouver de la circulation en Europe. Et après, c'est chaque État qui décide s'il utilise ce petit outil. Ce sera obligatoire en Europe. Je pense qu'à l'été, ça le sera encore parce qu'il y aura des restrictions. Donc, ça sera obligatoire en Europe cet été. C'est chaque État qui le décidera. Oui. Et je pense qu'il faut encore prendre le temps du débat. Mais quelle est la réalité aujourd'hui ? Mais quelle est la position de la France ? La France veut le rendre obligatoire ? Je pense qu'on passera de la situation qui est aujourd'hui le test obligatoire, sans doute pour encore quelques semaines cet été, à ce document obligatoire pour circuler en Europe, pas pour circuler en Europe, oui. Circuler en Europe. Non, mais c'est important parce que mais bien sûr. Moi, je ne veux pas d'une société à deux vitesses ici, mais pour circuler en Europe aujourd'hui, c'est fermé. Grâce à ce pass, on pourrait retrouver un peu de mobilité si chacun l'utilise. Et c'est bien qu'il y ait un cadre européen. Je voudrais revenir sur la vaccination avec juste un chiffre, peut-être. Vous l'avez mesuré, j'imagine. Combien a coûté aux économies européennes la lenteur de la vaccination ? Écoutez, ça dépend ce qu'on entend. Si on disait qu'on pouvait avoir les 3-4 semaines plus vite, on sait que les mesures de restriction, c'est une dizaine de milliards d'euros par mois. Mais par pays ? Non, pour la France. Pour la France. Pour la France. Donc au niveau européen, ça se chiffre en centaines de milliards. Mais si le but c'est de dire il faut aller le plus vite possible, c'est évident. Est-ce que les mesures de restriction coûtent à l'économie et à la société ? Oui, bien sûr. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut vacciner vite. Mais je tiens à préciser, nous n'avons jamais lésiné sur ces moyens en attendant. Et il ne faut pas faire croire qu'on n'aurait pas de déficit ou pas de dette si on allait 2-3 semaines plus vite, mais on va aller plus vite. Angela Merkel, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, entretien récent. Sur quel sujet, Clément Beaune ? Sur plusieurs sujets, dont le vaccin Sputnik qu'on évoquait. C'est-à-dire que le vaccin Sputnik va être produit en Europe, en France, oui, et en Allemagne, oui. S'il est autorisé, il pourra. S'il est autorisé, il sera produit. Il faut trouver des sites de production. Et pardon, aujourd'hui, la priorité, c'est pas d'aller commencer à produire un vaccin qui n'est pas autorisé. Oui, je comprends. C'est de produire les 4 qui sont disponibles, et c'est ça. Vous avez raison, Clément Beaune. Mais autre sujet, l'Ukraine, j'imagine. Oui, absolument. Et notamment ce fameux gazoduc qui va de Russie jusqu'en Allemagne. C'est cela, hein ? Absolument. Dont Kiev ne veut pas. Oui. Dont les États-Unis ne veulent pas non plus de ce gazoduc. Quelle est la position de la France ? Je l'ai dit, le président de la République l'a dit il y a un an. On a des réticences sur ce projet parce qu'il crée des dépendances vis-à-vis de la Russie et crée des formes d'angoisse en Ukraine parce que le but c'est de contourner en partie l'Ukraine. On a une discussion avec les Allemands là-dessus parce qu'on n'a pas la même position de départ, comme ça arrive parfois en Europe, et on essaie de trouver une position commune. En tout cas, c'est pas aux États-Unis de nous déterminer ce qu'on pense en Europe. Donc, on est en train d'essayer de trouver une position franco-allemande sur ce sujet. On n'a pas la même position de départ. On en discute encore pour pas se diviser. Pour pas se diviser. Donc, il se fera ou pas Il est déjà, il faut dire la vérité, il est déjà très largement entamé. Très largement entamé. Il y a plus de quelques centaines de mètres à réaliser pour qu'il soit en service. Je ne sais pas s'il ira au bout. C'est justement là-dessus qu'on discute avec les Allemands parce que on ne cédera pas. La France ne cédera pas. Alors on ne cédera pas d'abord. C'est pas une question de céder à l'Allemagne. C'est une question de discuter avec eux et avec l'Ukraine. Et avec l'Ukraine. Et avec la Russie pour ne pas accroître notre dépendance gazière à la Russie et ne pas sacrifier les intérêts de l'Ukraine. Oui, et à propos de l'Ukraine et de la Russie, au Donbass, il y a des troupes côté russe, il y a des troupes russes qui ont été acheminées vers la frontière avec l'Ukraine. La situation se tend, il y a eu des heurts, il y a eu des morts ces derniers temps, il y a eu de nouveaux affrontements. Vous craignez une escalade du conflit dans le Donbass ? Écoutez, ce qui s'est passé, d'abord on n'a pas encore toute la clarté. Il y a visiblement des mouvements de troupes. Oui. On ne sait pas encore ce que ça veut dire, il faut rester prudent parce qu'il y a parfois beaucoup de provocations, d'intimidation. De la part de Vladimir Poutine ? Notamment, oui, bien sûr. Mais ils en ont discuté, la chancelière, le président, M. Poutine. On continue à essayer d'avoir ce cadre de discussion qui est porté par la France et l'Allemagne. Vous savez, parfois, à chaque fois qu'il y a un espoir de reprise des discussions, c'est accompagné, je ne dirais pas d'un jeu, parce que malheureusement, il y a des morts chaque mois, mais de tensions ou de provocations. Donc je ne crois pas qu'on aura une escalade, mais on est très prudent. Et c'est pourquoi la France et l'Allemagne essayent de pousser le président russe et le président ukrainien à reprendre les discussions. La dernière fois, c'était fin 2019 à Paris. Ça a permis de nouveau, et c'est toujours fragile, un cessez-le-feu.
des échanges de prisonniers. On espère que ces discussions pourront reprendre dans les prochaines semaines. Initiative de la France, nouvelle initiative de la France. Initiative de la France et de l'Allemagne. Et de l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle les accords de Minsk et le format dit de Normandie avec la Russie et l'Ukraine. On espère, il n'y a pas d'informations là-dessus, mais on espère que les discussions pourront reprendre dans les prochaines semaines. Une dernière question sur la PAC. Des agriculteurs en France sont en colère et manifestent aujourd'hui contre la réforme des aides européennes qui donnerait la priorité au bio et à l'agroécologie. Certaines aides seront conditionnées à la mise en place de pratiques plus respectueuses de l'environnement. Est-ce que la Commission européenne... Je crois que la Commission européenne exige plus de prairies permanentes, l'arrêt du déclin de la biodiversité, une baisse de l'utilisation des produits fertilisants ou phyto. Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas moi, quelle est la position de la France autour de ça? Est-ce que la France va appliquer là ces règles européennes et demander à ses agriculteurs de faire, ce sont surtout de céréaliers, de faire de gros efforts? D'abord, les règles sont encore en cours de définition. Le ministre de l'Agriculture est en train de s'en occuper. Et le but, c'est le rythme. La question de la transition écologique, elle est incontestable. D'ailleurs, les agriculteurs ne la contestent pas. La question, c'est le rythme. Et puis la question, c'est le surtout... marché. Oui, bien sûr. Et surtout, c'est la juste concurrence. Vous ne pouvez pas avoir des efforts, parce que c'est des efforts, pour produire en bio, mettre éventuellement des cultures en jachère, etc. Et que les autres pays, parfois européens, n'appliquent pas les mêmes règles. Et donc, sans rentrer dans le détail technique, mais on met en place avec Julien de Normandie un système obligatoire où les efforts doivent être les mêmes, au même rythme, dans toute l'Europe. Parce que sinon, c'est pas juste. Nos agriculteurs français, souvent, ils font plus d'efforts que leurs voisins européens. Donc c'est ça le débat. Il y a une pression que mettent les agriculteurs parce que c'est très sensible sur ce sujet. Mais on va en tenir compte dans le rythme d'adaptation et surtout, on va imposer ces règles partout en Europe. Je tiens à dire un dernier mot sur la PAC, c'est très important. Nous avons fait en sorte, dans la négociation européenne ces dernières semaines, que le budget de la PAC qui était menacé de baisser de 15%, soit stabilisé pour 7 ans, 7 années de revenus garantis, on appelle des paiements directs à nos agriculteurs qui sont garantis par l'Europe. C'est très important. Merci Clément Beaune, il est 8h56. Vous êtes sur RMC et BFM TV.